Lors de son adresse à la chaîne nationale, le président de la République a décidé de conduire le province de l'Ituri et du Nord Kivu sous administration militaire vers un allègement progressif et graduel des mesures de restriction de l'état de siège, une décision qui découle des travaux de la table ronde sur l'état de siège. Et à l'international, selon le Fonds monétaire international, le PIB du Soudan devrait se contracter de plus de 18% cette semaine en raison des affrontements qui durent depuis plus de 6 mois entre l'armée soudanaise et des paramilitaires. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Je l'ai annoncé au sommaire. Je l'ai annoncé en titre, le président de la République a décidé de reconduire le province de l'Ituri et du Nord Kivu sous administration militaire vers un allègement progressif et graduel des mesures de restriction de l'état de siège, une décision qui découle des travaux de la table ronde sur l'état de siège. Suivez. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler, sans délai, les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Et en réaction à ce sujet, Dieudonné Mouchanga-Lucha appelle la levée totale de cette mesure. Pour cet acteur de la société civile, la Constitution ne prévoit pas un état de siège partiel. Suivez-le, il est joint au téléphone par Fiston Oleko. La réponse du chef de l'État par rapport à l'état de siège où il annonce les mesures d'allègement de l'état de siège au Nord Kivu répond malheureusement d'une manière non satisfaisante aux préoccupations soulevées par l'ensemble de tous ceux qui ont pris part à la table ronde, parce que tous ont convergé dans le fait, ou par le fait qu'il fallait tout simplement enlever, il fallait tout simplement mettre fin à l'état de siège parce que les limites, les résultats ne sont pas satisfaisants. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le président de la République, certainement qu'il a usé ses prérogatives constitutionnelles comme président de la République, mais dans la Constitution, il n'y a pas de mesure d'état de siège complet ou d'état de siège partiel. Je pense que l'entourage du président de la République n'a pas été en mesure de lui montrer que cela n'est pas conforme à la Constitution. Soit on a un état de siège, soit on n'en a pas. Et donc, il n'y a pas un état de siège à moitié ou une situation à moitié. Et donc, pour nous, comme acteurs de la société civile,
surtout même les élus de ces deux provinces et la population dans l'ensemble, nous sommes déjà exprimés, nous avons dit que l'état de siège a montré ses limites. Il faut absolument lever l'état de siège d'une manière complète. Certainement que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compris, ou il est sur la voie de comprendre, raison pour laquelle il annonce ça d'une manière provisoire, mais espérons qu'il va arriver à lever en définitive cet état de siège. Et c'est depuis longtemps l'état de siège, malgré l'état de siège et la guerre continue, les violations massives et flagrantes des droits de l'homme, les territoires continuent à être occupés, rien n'avance. Vous aviez suivi les massacres qui ont été orchestrés à Goma et qui n'honorent pas l'image de nos dirigeants et de la République comme état moderne. Il n'y a pas que ça, donc l'état de siège, ça a toujours été un échec. Et nous pensons que le président a compris. Parlons toujours sécurité. Le Kenya s'apprête à envoyer davantage des troupes en République démocratique du Congo. Le commandant adjoint de l'armée kenyane, le général David Tarus, a rendu visite hier jeudi aux troupes qui doivent venir en RDC pour des opérations de maintien de la paix à l'est du pays. Ceci dans un contexte complexe. Les autorités congolaises ont affirmé que les troupes d'Afrique de l'Est doivent quitter la RDC en début décembre. Patrick Ilunga au commentaire. Selon l'armée kenyane, la visite du commandant adjoint de l'armée aux troupes visait à évaluer leur état de préparation avant le déploiement. Les troupes qui feront partie de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est ont suivi une formation préalable au déploiement rigoureuse qui est un programme de formation à plusieurs volets qui comprend entre autres la protection des civils, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, tout comme les soins à administrer aux blessés de combat. Le commandant adjoint de l'armée a félicité les instructeurs et les soldats pour le travail acharné qu'ils ont consacré à la formation, tant dans les aspects physiques que cognitifs nécessaires à la formation d'un soldat polyvalent. Le premier contingent kenyan à l'est de la RDC avait été lancé il y a un an par le président William Ruto après l'approbation de son mandat par les chefs d'État de la région d'Afrique de l'Est. Le déploiement actuel devrait intervenir à un moment où les hostilités reprennent entre des groupes armés combattants dans la région du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Des nouvelles troupes kenyanes s'apprêtent donc à renforcer le contingent déjà présent en RDC alors que les autorités de Kinshasa affirment que la force régionale quittera le territoire congolais d'ici le 8 décembre prochain. La RDC a fait part de son intention de ne plus prolonger le mandat de la force régionale. Et puis le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a procédé ce jeudi 12 octobre 2023 au Salon Congo du Pullman Hotel de Kinshasa au lancement officiel du programme Uni pour la paix et la sécurité ainsi que la tenue de son premier comité de pilotage en République démocratique du Congo. C'était en présence de plusieurs invités dont les parlementaires congolais, des membres du gouvernement, de membres du corps diplomatique ainsi que des officiers diplomatiques ainsi que des officiers généraux et supérieurs des FRDC. Les détails avec Rachel Missing. C'est ce jeudi 12 octobre 2023 au Salon Congo du Pullman Hotel que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a procédé au lancement officiel du programme Uni pour la paix et la sécurité. Prenant la parole, le patron de la défense congolaise a rendu tout d'abord un vibrant hommage au commandant suprême de FARDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, et a transmis la reconnaissance du gouvernement congolais que dirige Sama Lukonde à l'endroit de l'Union européenne pour son appui continu, combien important dans le fonctionnement de la nation. Pour Jean-Pierre Bemba Gombo, ce nouveau programme uni pour la paix et la sécurité apporte plusieurs innovations à impact déterminant, mettant en exergue les objectifs majeurs tels que favoriser l'interaction entre les niveaux stratégiques et techniques, partager les expériences et expertises dans les domaines militaires et de la sécurité au modèle de l'Union européenne, renforcer les capacités managériales et les institutions en charge de la sécurité et de la justice militaire. Ce nouveau programme, dont nous avons l'honneur de procéder à son lancement officiel et à l'ouverture de son premier comité de pilotage,
vient consolider les acquis de 2 programmes précédents, mais aussi il apporte plusieurs innovations à impact déterminant. L'une des plus grandes innovations est d'abord l'élaboration conjointe et concertée du programme pour une bonne appropriation par les FARDC. Au regard de la réalité et après avoir suivi ceux qui ont pris la parole aujourd'hui avant moi, nous nous permettons d'affirmer le sérieux du partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. De ce fait, nous sommes reconnaissants de l'appui continu que nous recevons de votre part. Sans toutefois revenir sur ce qui a été déjà dit, nul n'ignore que l'Union européenne est toujours aux côtés du peuple congolais depuis plusieurs années dans différents domaines. Dans le même élan, l'Union européenne s'est engagée à soutenir la réforme du secteur de la sécurité, lancée par notre gouvernement, en tant que partenaire privilégié. Actif dans ce secteur, en témoignent les missions et programmes successifs. Il s'y est de rappeler le contexte dans lequel le programme uni pour la paix et la sécurité est mis en œuvre, caractérisé par l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert de M23, agression s'inscrivant dans le plan diabolique du gouvernement de Kigali de saboter tout effort de stabilisation, de paix et de développement de la République démocratique du Congo et surtout de la montée en puissance de ses forces armées. Le 11 octobre dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a rapatrié au total 82 Congolais qui avaient fui l'insécurité causée par le phénomène Kamwina Nsapu dans l'espace Grand Kasaï depuis 2017 pour aller se réfugier en Angola. Ces déplacés internes ont été rapatriés à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, sous facilitation de cette agence des Nations Unies. Suivez. Il est 11h20 heure de Kinshasa, 12h20 heure de Kananga lorsque le vol humanitaire UNHAS a atterri à l'aéroport national de Lungandu en province de l'Angola. Celui-ci transporte 82 Congolais rapatriés volontaires dont 41 femmes et 41 hommes pour 21 ménages. Au bas de la passerelle, ils ont été accueillis par un comité composé des délégués de l'Agence nationale de renseignement, de la Direction générale des migrations du gouvernement et ceux du HCR. Quelques rapatriés n'ont pas retenu leurs émotions après avoir retrouvé le sol de leurs enceintes. Le chef de la sous-délégation du HCR pour l'espace Grand Kasaï, le docteur Jacques Ngondo a devant la presse précisé que ce retour volontaire des Congolais intervient suite à l'amélioration des conditions sécuritaires au pays. Au niveau du HCR, nous sommes prêts à aider le gouvernement de la RDC à faciliter le rapatriement volontaire de ces réfugiés vers ces zones de retour qui sont des zones très stables. Car, comme vous le savez, à part quelques poches isolées de conflits intercommunautaires dans la région, le Grand Kasaï, de façon générale, est en sécurité. Ces compatriotes logés dans un site de transit situé au centre catholique Tabor bénéficieront des kits de réinsertion sociale au sein de la communauté, précise donc Jacques Ngondo. Au nom de tous les rapatriés, Samuel Massansi a remercié le Haut Commissariat des réfugiés pour leur protection depuis l'Angola jusqu'en République démocratique du Congo. Je suis tellement dans la joie de rentrer dans mon pays. On peut mieux vivre que chez soi. Je remercie du fond de mon cœur le HCR qui nous a gardés depuis l'Angola jusque dans notre pays, la RDC. Notez que depuis 2019 jusqu'à ce jour, le HCR a déjà rapatrié 18 000 Congolais réfugiés ou déplacés en Angola. Et en justice, le procès du journaliste Stanis Boujakera s'est ouvert ce vendredi 13 octobre 2023 à la prison centrale de Makala. Le journaliste a été inculpé pour propagation des faux bruits et diffusion des fausses informations en reliant un rapport attribué à l'Agence nationale de renseignement sur le meurtre du député Chérubin Okende. Après l'audience de ce matin, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a décidé de renvoyer au 20 octobre l'affaire opposant le journaliste Stanis Boujakera et le ministère public. Suivez.
Plus d'un mois après son arrestation, le procès du journaliste Stanis Boujakera s'est ouvert ce 13 octobre 2023. Le correspondant de Reuters et de Jeune Afrique avait été arrêté le 8 septembre pour un article publié dans Jeune Afrique mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'ancien ministre Chérubin Okende. L'audience de ce vendredi a en effet duré moins d'une heure. Elle s'est tenue à la prison de Makala en audience foraine du tribunal Kinshasa-Gombe. Stanis Boujakera était bien présent entouré de ses avocats. Le ministère public a présenté le dossier. Selon la défense, il n'y avait pas citation de prévenu, c'est-à-dire que Stanis Boujakera n'avait pas été formellement informé par la justice de ce qui lui était reproché. Selon ses avocats, l'acte officiel d'accusation n'a pas été versé au dossier, mais ceux-ci ont quand même accepté cette comparution et l'audience a été renvoyée à la semaine prochaine, le temps pour la défense de prendre connaissance des pièces du dossier. La défense qui a aussi instruit une nouvelle demande de liberté provisoire avec une demande de main levée de détention, la défense a réclamé au tribunal de constater l'irrégularité de la détention parce que le délai de 15 jours attribué par le tribunal de paix est largement dépassé. La justice a désormais 48 heures normalement pour répondre à cette demande. Ses avocats avaient fait appel de son placement en détention préventive depuis plusieurs semaines, mais la dernière demande de liberté provisoire avait été rejetée le 25 septembre dernier par la justice. Plusieurs journalistes à travers le monde continuent d'exiger la libération immédiate de leurs confrères, estimant que la place d'un journaliste n'est pas en prison. Déterminé à travailler selon la vision du chef de l'État axée sur l'indépendance économique de la RDC, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, en séjour dans la province du Lualaba, a conduit une mission de contrôle dans l'entreprise minière Kamoa. Sur place, le gendarme de la sous-traitance en RDC a martelé sur le respect de la loi de la sous-traitance ainsi que ses mesures d'application. Cette descente a satisfait tous les sous-traitants qui ont participé à une rencontre tripartite. Cette vaste mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance lancée il y a peu dans la province de Lualaba, le directeur général de la RSP s'illustre tout aussi bien en nombre de terrains. Accompagné de ses OPJ ainsi que de quelques sous-traitants de cette partie du pays, l'honorable Miguel Kachal a effectué une descente au sein de Kamoa Copper, une entreprise minière évoluant dans la ville de Kolwezi. Avec les responsables de cette entité, le directeur général de la RSP a eu une séance de travail portant sur les activités secondaires qui sont censées être essentiellement réservées aux Congolais œuvrant dans la sous-traitance selon le prescrit de la loi. C'était avant d'associer à cette réunion la délégation des sous-traitants afin de leur rassurer du bon partenariat gagnant-gagnant, désormais effective grâce aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons été ravis d'abord de la présence du DG, l'honorable Miguel, qui s'est transporté de Kinshasa pour venir parler au nom et pour le compte de nous, entrepreneurs. Nous avons compris que nous avons un avocat auprès du chef de l'État et en prenant tout ce que nous avons comme plainte et déposé à l'oreille du chef de l'État pour que la chose puisse être d'application. Nous sommes dans le site de la société Kamoa Copper SA. Le contrôle a été lancé par le directeur général de l'ARSP. Chose promise, chose faite. Aujourd'hui, vu les recommandations qui ont été faites par le directeur général, nous pouvons confirmer que l'oreille a été à l'écoute auprès de la compagnie Kamoa SA. Nous remercions le directeur général de l'ARSP qui est en train de matérialiser sans effort la vision du chef de l'État en voulant rendre la jeunesse congolaise forte et indépendante. Rappelons tout de même que cette deuxième phase du contrôle concerne toutes les entreprises principales et sociétés multinationales évoluant dans tous les secteurs de l'économie nationale. En sport, le tirage au sort de la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a eu lieu hier jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan, capitale ivoirienne. La RDC est logée dans le groupe F en compagnie du Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Notons que ce tournoi se disputera du 13 janvier au 11 février 2024. Les détails avec Blaise Kouzola.
Le tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 a eu lieu ce jeudi 12 octobre 2023 dans la soirée à Abidjan avec 24 équipes engagées. Pour son retour à la Cannes qui se joue en Côte d'Ivoire, la RDC se retrouve dans le groupe F en compagnie du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie pour un groupe qui évoluera dans la ville côtière de San Pedro. Les Léopards retrouvent donc le Lion de l'Atlas, leur dernier bourreau aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voici la composition de tout le groupe de la CAN. Groupe A, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Groupe C, considéré comme le groupe de la mort, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Groupe F, Maroc, République démocratique du Congo, Zambie, Tanzanie. Notons que cette compétition se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 et le match d'ouverture opposera la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. L'actualité se poursuit, faisons place à présent à la page internationale. Je l'ai dit au sommaire, alors que son économie est en berne, les perspectives financières du Soudan ne sont pas réjouissantes. Selon le Fonds monétaire international, le PIB du pays devrait se contracter de plus de 18% cette année, en cause les affrontements qui durent depuis plus de 6 mois entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Suivez nos confrères d'Africa News. Alors que son économie est en berne, les perspectives financières du Soudan ne sont pas réjouissantes. Selon le Fonds monétaire international, le PIB du pays devrait se contracter de plus de 18% cette année. En cause, les affrontements qui durent depuis plus de 6 mois entre l'armée soudanaise et des paramilitaires. Les combats qui se concentrent dans la capitale Khartoum et dans quelques autres villes ont fait plus de 9000 morts et déplacé plus de 5 millions de personnes. Le Soudan tourne donc au ralenti avec de nombreuses pénuries, des salaires qui n'ont pas été payés depuis des mois et un système bancaire très affecté par les violences. Pourtant, le pays ne manque pas de ressources, il est notamment le 3e producteur d'or en Afrique, mais les ventes de ce matériau précieux sont à l'arrêt, ce qui prive le Soudan de sa première source de revenus en devises étrangères. L'agriculture, qui représente près de 40% du PIB et 80% des emplois, a également été très touchée. Et ce n'est pas tout, la livre soudanaise a perdu 50% de sa valeur depuis le début des combats et l'inflation reste très élevée. Le FMI a prévenu que l'impact du conflit pourrait être long car la reconstruction du pays pourrait prendre des années. La guerre entre Israël et le Hamas a jeté une ombre sur les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale au Maroc, assombrissant les perspectives d'une économie mondiale déjà léthargique. Pour la première fois depuis 20 ans, les bailleurs de fonds mondiaux organisent leur réunion qui rassemble les ministres des Finances et les banques centrales du monde entier dans un pays arabe. Blessed Kouzola au commentaire. Pour la première fois depuis 20 ans, le bailleur de fonds mondiaux organise leur réunion qui rassemble le ministre des Finances et les banques centrales du monde entier dans un pays arabe qui est le Maroc. Le conflit qui a éclaté lorsque le groupe militant palestinien du Hamas a lancé une attaque sanglante contre Israël depuis Gaza samedi dernier a suscité des inquiétudes quant à son impact potentiel sur l'économie mondiale. Lors d'une conférence de presse à Marrakech, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que le Fonds monétaire international suivait de très près l'évolution de la situation ainsi que son impact sur le marché pétrolier. Elle a ajouté qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact du conflit, mais qu'il s'agissait d'un nouveau nuage sur un horizon qui n'est pas des plus ensoleillés pour l'économie mondiale. Un nouveau nuage qui assombrit cet horizon. Madame Georgieva a fait remarquer que les perspectives de l'économie mondiale du FMI, publiées en début de semaine mais rédigées avant que les conflits n'éclatent, faisaient déjà état d'une faible croissance mondiale.
C'était tout pour ce soir, mais avant, je vais vous rappeler les différents titres. Vous l'avez suivi, lors de son adresse à la chaîne nationale, le président de la République a décidé de conduire la province de l'Ituri et du Nord Kivu sous administration militaire vers un allègement progressif et graduel des mesures de restriction de l'état de siège, une décision qui découle des travaux de la table ronde sur l'état de siège. Et à l'international, selon le Fonds monétaire international, le PIB du Soudan devrait se contracter de plus de 18% cette semaine en raison des affrontements qui durent depuis plus de 6 mois entre l'armée soudanaise et des paramilitaires. Fin de ce journal, merci de votre aimable attention et bonne soirée chez vous.